Émission spéciale pour des imaginaires révolutionnaires désirables. Pour la 11e édition du Festival des Intergalactiques. En direct sur Radio Canu 102.2 FM. La plus rebelle des radios. Des imaginaires au service de la subversion. Discussion avec Saul Pandelakis, Lizzie Krodegger, Alice Karabédian. Animé par les ateliers de l'Antémonde et les agglomérés. Et bonjour, nous sommes sur deux lieux en parallèle, les ondes de Radio Canu, donc 102.2 FM et en streaming sur Internet via le site de Radio Canu, mais également dans la salle 3 aux Intergalactiques. Merci à la technique pour la réalisation, Anneli. C'est une émission en public donc et en direct de la 11e édition du Festival des Intergalactiques qui se tient du 13 au 18 avril à la MJC Montplaisir. Les Intergalactiques, le festival de science-fiction de Lyon, qui existe depuis 2012. Et cette année, la thématique du festival est le désir de connaître. Cette émission donc, sera une discussion entre auteurs et autrices de science-fiction et il y aura un moment d'échange avec le public. Nous avions envie de réaliser un plateau entre auteurs et autrices féministes et révolutionnaires et queer pendant 1h30. Il nous tient à cœur de réfléchir à des futurs révolutionnés enviables, penser d'autres réalités moins fascisantes, moins totalisantes, où l'on s'autorise à penser le bien commun, à réaménager les technologies qui nous entourent pour qu'elles soient réellement à notre service, pour rendre plus horizontaux nos rapports. Nous sommes deux à avoir initié cette discussion. Ernest des Agglomérés, co-auteur de Subtil Béton, qui est sorti à la Talente en 2022, dont vous voyez le livre. Et So des Ateliers de l'Antémonde, co-auteur de Bâtir aussi, qui est sorti à Cambourakis en 2018 dans la collection Sorcière, qui parle actuellement. Et Ernest, est-ce qu'on t'entend tu nous entends au téléphone ? J'espère qu'on m'entend. Bonjour. Donc Ernest ne peut pas être là parce que malheureusement a le Covid. Et voilà, il existe toujours le Covid finalement, même si on en parle un peu moins. Pour se présenter dans nos deux collectifs, on n'est pas seulement dans la création de récits. Nos deux collectifs sont aussi dans la mise en place d'ateliers de transmission de pratiques, les labos-fictions pour les ateliers de l'Antémonde, des ateliers d'imaginaire sous forme de jeux de rôle où l'on réfléchit à un futur révolutionné, tandis que les agglomérés animent des ateliers d'écriture dans différentes mixités choisies féministes. Donc nous souhaitons valoriser les pratiques collectives, transmettre des outils qui permettent de libérer la parole, et nous avons choisi la forme radio aujourd'hui car c'est un outil qui nous tient à cœur à tous les deux et qui nous est familier avec Ernest et qui charrie un passé de lutte depuis les années 70 des radios libres. Un imaginaire pour sortir d'une voix unique à l'époque qui était une seule radio d'État afin que des centaines d'autres puissent résonner en modulation de fréquence. Donc nous avons eu envie de privilégier certaines voix aujourd'hui, celles d'auteurs et d'autrices féministes, révolutionnaires et queer. Merci à toutes d'être ici pour participer à cette discussion autour des imaginaires au service de la subversion. Alors, bienvenue à Saul Pandelakis qui est enseignant, illustrateur, chercheur en design et auteur de la séquence Hartmann, publiée aux éditions Goethe en 2021 et récemment publié en format poche à ActuSF. Un roman qui questionne l'altérité, la reconnaissance et l'organisation collective entre la Terre qui devient petit à petit inhabitable et un vaisseau spatial à la recherche de planètes terraformables. Et alors toi, Saul, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ton roman dans l'univers de l'ASF ? Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation déjà. Et c'est toujours difficile de répondre à la question de la mise à l'écriture, c'est toujours une somme de facteurs. Concernant vraiment la question de la mise à l'écriture en SF, dans ce genre-là, je dirais que je me sens incapable de faire autrement, peut-être aussi à cause de ma formation en design, qui est vraiment une formation qui met l'accent sur le projet, sur des manières d'imaginer, pas forcément des futurs alternatifs, mais des présents alternatifs, d'autres usages, d'autres manières de faire. Et du coup, moi j'ai vraiment été formée à cette école-là de la spéculation à partir du réel. Et donc ça serait difficile pour moi, je crois, d'écrire quelque chose qui serait ce qu'on appelle de la blanche, où il n'y aurait pas cette dimension spéculative, parce que même
une chose très ordinaire. Bon, en même temps, là, on est dans un dispositif où il y a plein d'éléments techniques qui pourraient ici me servir d'exemple, mais la moindre des choses qui est disponible sur la table, qui nous réunit, que ce soit les câbles, les micros, les livres, les bouteilles d'eau, tout ça, ça peut se re-questionner. Donc finalement, à partir du moment où j'écris, moi je me pose la question de où sont les gens, qu'est-ce qu'ils font, de quoi ils servent, et j'ai tout de suite envie d'imaginer des dispositifs alternatifs pour twister cette réalité-là. Donc à partir de là, je crois qu'on est obligatoirement en territoire SF. Et merci, bienvenue à Lizzie Krodegger, qui est autrice de nombreuses nouvelles et livres de fantasy et de science-fiction. Je vais en citer que 3, Pas tout à fait des hommes, roman de fantasy mêlant action, humour et sentiments lesbiens sur fond de coups d'État et de révolution. Une autobiographie transsexuelle avec des vampires, revisitée en 2020. Enfants de Mars et de Venise, polar fantastique lesbien sur fond de bruit de moteur et de sorcellerie, aux éditions donc Dans nos histoires 2017. Des romans avec des héroïnes souvent lesbiennes, parfois trans, qui vivent leur vie sans se soucier du regard masculin. Alors pourquoi toi c'est important d'imaginer des personnages qui sortent des clous ? Bonjour déjà tous et à toutes. Je sais pas, après je pense que c'est aussi la question de pourquoi est-ce que j'arrive pas moi-même à rentrer dans les clous, qu'on pourrait se poser comme question. Et du coup je sais même pas si c'est forcément un choix. Là où c'est un choix après, c'est de me dire en fait je suis pas forcément obligé quand j'écris de vouloir absolument faire des histoires où il y a comment dire. Enfin, je sais qu'au début, quand j'écrivais, il y avait un peu ce truc de ah oui, mais quand même, bon, je peux mettre un personnage de lesbienne, éventuellement un personnage trans, mais pas trop non plus. Enfin, faudrait pas qu'il y ait que ça, parce qu'après, c'est un peu du communautarisme et tout ça. Enfin, voilà, et ça va pas parler aux gens. Et puis, voilà, enfin, il faut quand même avoir un truc qui parle à tout le monde, etc. Et au final, je pense que c'est pas... Enfin, justement, et je pense que ça peut parler à tout le monde, justement, que ça cherche pas à parler à tout le monde. Je sais pas comment... Si c'est très clair ce que je dis, mais dans ma tête, je dis pas que ça l'est, mais voilà. Moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis, en tout cas. On a Ernest, donc, qui est au téléphone, qui, comme je l'ai présenté tout à l'heure, j'ai présenté Subtil Béton, et ça a été écrit à plusieurs mains, et sur une durée de presque 15 ans. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette écriture collective pour commencer ? Eh ben ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait pas vraiment pour objectif d'écrire un roman au début de l'histoire de Subtil Béton. C'est le nom du collectif qu'on s'était donné en 2007, les premières fois où on s'est rencontrés. Et on se retrouvait dans un lieu collectif à Dijon, autogéré, et on était plusieurs... Neuf et Gwyn à passer là-bas et à avoir de plus en plus de mal avec les ambiances très masculines. Et on s'est retrouvés, on a décidé de se retrouver régulièrement pour discuter de cette situation, se donner de la force, parler aussi de comment on avait rencontré le féminisme, des choses comme ça. Et en fait, on a utilisé l'outil de l'atelier d'écriture pour mener ces discussions. Et au fur et à mesure du temps, on se retrouvait, on a accumulé pas mal de textes, on se retrouvait tous les quelques mois pendant quelques jours. Et à un moment, on s'est dit dans un atelier d'écriture que ça ressemblait à un roman. Et petit à petit, on a continué à faire on se retrouvait quelques jours à chaque fois autour de thématiques qu'on avait envie de travailler ensemble. Ça pouvait être la confiance en soi, ou le sentiment de trahison, la peur, la recherche de sens. Donc il y avait des thématiques qui émergeaient et qu'on se retrouvait à chaque fois plusieurs jours autour d'une thématique et on utilisait l'atelier d'écriture comme outil de discussion et comme outil de mise en travail. Et à un moment, il y a un univers qui a émergé et tous nos textes, ils allaient de plus en plus dans cet univers-là. Et à partir, au bout de quelques années, on s'est lancé à classer ces textes, à les ranger pour fabriquer un roman. Et ça a pris encore plusieurs années d'écrire des nouveaux textes, de les relier ensemble, de fabriquer quelque chose avec un début et une fin. Et puis ensuite, il y a eu encore plusieurs années où on a travaillé avec d'autres gens autour de la relecture et de la réécriture. Mais du coup, en tout, on a été un noyau dur entre 3 et 5 personnes. Mais il y a aussi une trentaine de personnes qui ont participé ponctuellement à des ateliers d'écriture et une trentaine d'autres personnes qui ont participé à la relecture et à retravailler le texte avec nous. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'on a fait de l'écriture collective, mais aussi en utilisant l'écriture vraiment comme un outil pour discuter, pour faire des choses ensemble et tout ça. Merci pour ta présentation. Bienvenue maintenant à Alice Karabédian, qui est docteure en philosophie politique, cofondatrice du laboratoire L'Archipel des Devenirs.
Tu as publié en 2022 un essai Utopie radicale par-delà l'imaginaire des cabanes et des ruines aux éditions du Seuil. Donc, pour se lancer dans le sujet, comment pourrais-tu distinguer l'utopie de l'utopie radicale ? Bonjour, merci vraiment pour l'invitation et merci au public nombreux d'être avec nous. C'est le combat d'une vie, j'ai envie de dire, de comment on en arrive à qualifier une utopie de radicale, parce que ça peut sembler un peu redondant. L'utopie, ça semble déjà être quelque chose d'extrêmement radical en soi, qu'on la considère comme quelque chose d'illusoire ou qu'on la considère au contraire comme une expérience très, très concrète. Donc il y avait une sorte de paradoxe au départ de qualifier l'utopie de radicale. Et en fait, c'est issu d'un travail de thèse à partir d'un auteur en particulier qui s'appelle Ian M. Banks et que je conseille vivement. Et c'était une façon pour moi de reconceptualiser l'utopie et de montrer que dans son caractère fictif, en fait, l'utopie était politique. Elle n'avait pas forcément besoin d'être réalisée, elle n'avait pas forcément besoin d'être fabriquée ou même d'être transformée en programme pour être politique. L'utopie, même dans sa part fictive, est politique. Et c'est pour ça, en fait, que je l'ai appelé aussi radical, parce que déjà, étymologiquement, ça veut dire que ça renvoie à la racine. Ça renvoie à la racine du mot utopie, qui lui-même signifie à la fois le bon lieu et le non-lieu. Donc, le bon lieu, on voit bien, et le non-lieu, qu'est-ce que c'est ? En fait, d'une certaine façon, et pas seulement, mais enfin, en tout cas, une grande partie du non-lieu, c'est le fait d'être dans un livre, c'est le fait d'être une œuvre de fiction. Et voilà, c'était pour montrer aujourd'hui, je pense, c'est un livre de son temps, on va dire, où on est fortement marqué par une angoisse dystopique, et voilà, on a un souci pour le monde qui est assez désespérant en ce moment, et du coup, voilà, il y avait vraiment cette volonté de trouver de la force dans la fiction, et évidemment dans la science-fiction, qui est la meilleure alliée, selon moi, pour l'utopie. Merci, et je vais essayer de dire 2-3 mots de Bâtir aussi, qu'on a édité en 2018, où on a justement essayé de travailler les questions d'utopie merdique. Donc on a fait une uchronie, on a imaginé après 2011 qu'il y avait eu une sorte de révolution interplanétaire et mondiale suite aux mouvements qui ont eu lieu en Tunisie, en Égypte à l'époque. Et donc, à partir de là, on se projette 10 ans après, donc dans un futur qui s'est un peu apaisé, une société où, donc, plus autogestionnaire, organisée en région, plus d'État, et on essaye de réfléchir les enjeux et les confrontations qu'ont les personnes dans ce futur-là, en réfléchissant aux questions techniques. Donc, quels sont les objets qui nous entourent ? C'était très, très concret, le travail qu'on faisait. Et de partir de personnages un peu proches de nous pour essayer de le concrétiser tout en étant dans le jeu de la fiction. Des imaginaires au service de la subversion. Studio Mobile aux Intergalactiques 2023. En direct sur Radio Canu 102.2 FM. C'est un peu bien de le dire clairement. Toutes les auteurs et autrices sur ce plateau n'écrivent pas dans le même genre littéraire, comme vous avez pu le comprendre, mais toutes les histoires racontées dans nos bouquins parlent de formes de résistance, de lutte, de révolte et de déstabilisation des pouvoirs en place. Donc, on met la fiction au service des questions et visions que l'on souhaite transmettre. J'ai l'impression, tout le monde ici. On peut être pas d'accord avec ce que je dis et en discuter, c'est le but. Dans l'utopie merdique, par exemple, c'est d'aller visiter ce qui résiste dans un monde qui va mieux, qui est beaucoup moins autoritaire. Visiter les zones de tension et dans un univers dystopique, c'est plus d'aller voir ce qui est de la résistance collective, de la rébellion face à un système autoritaire, de la joie, comment on fabrique autre chose et comment il y a de la solidarité et du soutien mutuel. C'est pourquoi je n'ai pas l'envie d'opposer les formes, mais de voir ce qu'on veut faire en tant qu'auteur et autrice dans les genres où on se sent le plus à l'aise, plus de réfléchir à comment ça nous donne le plus de force d'écrire des histoires. Donc, premier bloc un peu thématique qu'on va discuter ensemble, c'est du coup notre rapport à l'utopie et justement à la dystopie. Quel sens ça a pour nous ?
Ou est-ce qu'on préfère écrire? Ou est-ce qu'on préfère lire et écouter des histoires? Je ne sais pas qui a envie de commencer de vous trois. Bah, allons-y. Moi, je suis hyper embarrassée en fait, par les termes d'utopie et de dystopie. Enfin, je trouve qu'ils sont importants et il est hyper urgent de les théoriser, comme l'a fait Alice dans son super bouquin. D'ailleurs, lisez-le. Mais à moi, à titre individuel, j'ai du mal à en faire des choses parce que je trouve qu'on est en train de retourner dans une espèce de binarité aussi autour de cette question utopie-dystopie, avec des discours peut-être qui commencent à tourner, à faire un peu ronron. La dystopie, c'est mal, il faut faire des imaginaires désirables. Moi, je ne sais pas ce que c'est, les imaginaires désirables. Je me bats énormément aussi avec cette question du désir et cette idée qu'il existerait quelque chose comme un futur désirable. Enfin, je suis en lutte, en fait, beaucoup avec ces termes-là et ça m'interroge énormément. Finalement, le terme dans lequel je me reconnais plus et qui peut-être match le plus avec ce que j'essaye de faire en fiction, c'est les hétérotopies, qui était un peu le concept, qui aime beaucoup le concept de Michel Foucault, que moi, alors je ne vais pas le définir comme le philosophe forcément le définit, mais moi ce que j'en comprends et la manière dont je l'investis, c'est pas de projeter des formes de gouvernance idéales ou de projeter des mondes idéaux, je crois que je ne saurais pas le faire. Aussi parce qu'en tant que designer, il y a une question d'échelle. Moi, je pars de plus petites choses, des choses qui sont de l'ordre du quotidien, de l'usage, des rapports interpersonnels. Et du coup, dans l'hétérotopie, il y a quelque chose de l'ordre de prendre le réel comme il est et essayer de trouver une fente ou un endroit où s'insérer. Et quelque part, moi, ça me convient mieux. Parfois, entre utopie et dystopie, j'ai l'impression d'un ping-pong infini entre deux murs, là, et d'être la balle de tennis qui rebondit sans cesse. Et je me dis, il faut trouver des espèces d'endroits autres. Après, moi, dans mon roman, on est quand même dans un monde qui, a priori, n'est pas désirable. Mais j'ai voulu montrer que dans ce monde-là, des gens continuent d'exister, en fait. Soit par la lutte, mais pas forcément la lutte politique. Ça peut être aussi la lutte au quotidien, de juste arriver à se lever le matin. C'est déjà peut-être révolutionnaire d'arriver à faire ça, je sais pas. Donc voilà, juste l'hétérotopie et des fragments de réel, en fait. Ça me paraît plus manipulable. Ouais, moi, un truc que je trouverais peut-être... comment dire en fait, pour moi, ce qui est important dans des rapports entre individus et aussi dans le truc collectif, au final, enfin, ce qui va définir peut-être la solidité d'un collectif, d'un groupe, etc., c'est pas tant quand les choses se passent bien que quand les choses se passent mal. Du coup, forcément... Et ça veut pas dire, en fait, que ça peut pas être de l'utopie s'il n'y a pas de friction et de choses qui sont pas... mais du coup, j'ai l'impression que dans la vision un peu... comment dire je sais pas, l'imaginaire collectif, l'utopie, limite, ce serait une vision paradisiaque où il y a tout qui va bien, etc. Et au final, c'est pas forcément... limite, c'est facile. Je veux dire, avoir un espace utopique, si t'es un riche millionnaire ou je sais pas quoi, oui, tu te fais ton petit club... de riches millionnaires qui sont entre eux avec des grandes villas et puis des piscines et tout ça, puis tu peux dire, oui, c'est un peu utopique, oui. Mais après, la question de, oui, comment on fait quand on est, effectivement, que ce soit à un niveau peut-être plus... Enfin, moi, je suis à un niveau plus petit qu'à un niveau de la société. En général, c'est plutôt des groupes de personnes, des petits collectifs d'individus, voilà. Mais pour moi, c'est un peu les mêmes rapports aussi de, comment est-ce qu'on fait pour résister ensemble, pour construire des choses ensemble, et y compris quand les choses vont pas bien. C'est ça qui est intéressant en fait, parce que effectivement, si tout va bien en fait, là on peut se dire oui, il n'y a pas de souci. Après la question c'est qu'est-ce qu'on fait en fait collectivement quand les choses, ou pas collectivement, et du coup là on n'est plus vraiment dans l'utopie, on est plutôt dans la dystopie, mais voilà, comment on fait quand les choses, quand on a des problèmes. Alors je sais pas, quand on parle du monde actuel évidemment, voilà, je sais pas que faire face à la crise climatique, par exemple. Ça, c'est des questions, effectivement, je pense, le terme d'utopie merdique est intéressant parce que c'est comment faire face à des vrais problèmes, mais en imaginant qu'on pourrait avoir des solutions intelligentes, quelque part, et réfléchir collectivement, et pas juste un espèce de déni autoritaire imposé par les capitalistes, pour ne pas les nommer. Alors là, beaucoup de choses sont dites. Je vais juste rebondir, je pense, sur deux choses. La première, c'est la question de l'échelle. Je pense que c'est une question super importante, en fait. Et qui, justement, moi, c'est le contraire de toi. C'est la raison pour laquelle l'utopie m'intéresse. C'est que
d'un côté, on va faire les choses assez schématiques et pour le coup binaires, mais d'un côté, on a ce gros système qu'on va appeler la globalisation et ce sentiment, voilà, ou la mondialisation, mais on va plutôt choisir ici le terme de globalisation et cette vision globale de la planète et qui, on voit bien, n'est pas sans poser problème, etc. Donc de l'autre côté, on va s'attacher plus à une vision locale, voire localiste, où on va tisser des liens, etc. Et où on va, par exemple, tenter de construire des utopies merdiques, comme tu disais. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait dans aussi l'utopie radicale, en fait, je l'ai aussi appelée radicale pour ne pas l'appeler ni totale ni globale. C'est quelque chose d'ouvert. C'est en fait d'essayer de penser beaucoup plus large, de penser avec des horizons beaucoup plus vastes que notre simple environnement proche. C'est parce que je trouve que, enfin, voilà, si on dit qu'en face il y a un camp avec des ennemis, en face ils le font en fait, ils pensent de façon globale. Donc nous, en face, il faut aussi réfléchir à comment on fait pour ne pas se recroqueviller sur nous-mêmes et justement aller tenter de construire juste des petits îlots d'émancipation, des petits îlots de lutte qui vont lutter justement contre le reste du monde. Alors ces îlots, ils sont super importants et qu'ils soient réels ou fictifs, en fait, ils ont un vrai rôle. Ces hétérotopies, ont un vrai rôle, souvent, même, c'est des questions de vie ou de mort, en fait. Et en fait, moi, ma vision avec l'utopie, c'est justement comment on peut penser comme horizon désirable, justement, pas seulement des petits îlots qui seraient comme ça éparpillés dans les trous du gruyère du capitalisme, mais justement, on va penser tout le fromage, en fait. Pensons tout le fromage. Et voilà, du coup, l'utopie, je trouve, a cette capacité à prendre en compte déjà toutes les problématiques qu'on aura bien envie d'imaginer, hein, parce qu'on peut traiter de n'importe quelle question, du design, la forêt, en passant par je ne sais quoi, les sexualités, avec l'utopie. Mais voilà, d'essayer d'élargir les horizons. Ernest, au téléphone, est-ce que tu as envie de dire quelque chose ? Eh ben ouais, je trouve ça super intéressant ce que vous racontez, mais ça me fait pas mal écho autour de... en fait, Subtil Béton, c'est une histoire plutôt dystopique, pas complètement dystopique, mais plutôt dystopique dans un monde, en tout cas pas du tout désirable, très autoritaire, très fascisant. Et c'est vrai que tout l'enjeu de l'histoire, c'est... donc le roman, c'est 2 ans après une révolution manquée, du coup un système très répressif avec beaucoup de surveillance, beaucoup de gens en situation de clandestinité, et c'est la question de comment on s'en sort, comment on reconstruit du désirable, comment on retrouve de l'espoir, comment on arrive à s'organiser collectivement dans un monde extrêmement hostile. Et c'est arrivé un peu par accident, parce que justement, comme on se retrouvait dans des ateliers d'écriture pour causer de ce qui allait pas trop dans nos vies, des difficultés qu'on rencontrait dans nos luttes, etc., de nos émotions, nos peurs, etc., on s'est retrouvés assez vite à venir travailler ces questions-là dans un univers qui était dystopique. Mais en même temps, je peux être assez critique de fabriquer ces univers-là, parce que j'aurais pas envie que ça serve le pouvoir justement dans un truc de regardez, pour l'instant ça va encore, ça pourrait être pire, et de se dire mais en fait il y a à lutter maintenant, et tout de suite ce qu'il y a maintenant c'est déjà suffisamment pourri, il n'y a pas besoin d'attendre l'univers fascisant de Subtil Béton. C'est dès maintenant qu'il faut s'organiser, c'est dès maintenant que déjà maintenant on peut avoir peur de la police, peur de la répression, avoir des difficultés à aller en manifestation pour plein de raisons différentes. Et du coup, la question de comment on arrive à s'organiser, comment on crée de l'espoir, elle est déjà actuelle. Et le problème de l'anticipation un peu dystopique comme ça, c'est que je ne voudrais pas secouer un épouvantail qui dirait « Ah, ça pourrait devenir horrible la société », alors que je la considère déjà vraiment horrible maintenant. Et du coup, c'est vraiment une difficulté. Et je trouve ça hyper intéressant justement de ce que vous avez réussi à fabriquer avec les ateliers de l'antémonde. Ce qui est un peu l'inverse d'une manière. Il y a une révolution, elle réussit, et maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Et ouais, je sais pas, j'aimerais bien qu'on en parler de comment justement ce que vous avez fabriqué autour de justement d'une révolution plus réussie, quoi. J'avais envie de reprendre ta métaphore du fromage. C'est que nous, en fait, on a voulu réfléchir à la question des techniques et des technologies, et on s'est dit que c'était impossible de le faire dans un monde capitaliste, parce que les techniques, elles sont liées au monde dans lequel on vit. Donc,
on s'est dit bon bah il faut partir du fromage entier et donc imaginer une révolution autogestionnaire où justement il n'y a pas une priorité de lutte, mais toutes les luttes sont à égalité, ou en tout cas sont prioritaires et sont nécessaires. Sortir d'un schéma militant classique aussi, et donc de se dire ben voilà, l'importance de s'approprier les outils autour de nous et de se dire comment ils se fabriquent en fait. Partir de cet imaginaire de la machine à laver, on s'est dit on veut pas en fait aller dans un imaginaire où il y aurait plus de technique. On est critique de la technologie, mais on n'a pas envie de la faire disparaître, donc on a mis une machine à laver au milieu d'une pièce en se disant mais on va absolument garder les machines à laver. Et du coup, comment on fait pour avoir cette machine à laver? Déjà, on a le droit de partir de l'existence, c'est pas mal de récupérer ce que le vieux monde a créé, et après qui c'est qui l'a fait fonctionner? Donc il y a besoin d'une technicienne, il y a besoin d'acheminer de l'eau, acheminer de l'électricité. Comment cette électricité elle est produite? Et donc à partir de là, on a développé, et c'est sûr qu'on avait besoin que l'ensemble soit démonté, et on ne pouvait pas le réfléchir seulement sur des îlots. Mais voilà. Et l'autre chose que j'avais envie de rajouter, c'est que de faire cet exercice, on l'a trouvé hyper subversif au départ, alors qu'on était les trois des militants, et on l'a fait avec plein d'autres potes. Et du coup, c'était la question de s'autoriser à penser à d'autres choses, d'étoffer des futurs désirables. Donc j'entends ce truc de questionner l'enjeu du désir, mais en fait ça a été une forme vraiment d'autorisation qu'on s'est faite, qui était hyper dure, et qu'au départ on était dans la résistance en disant on n'a pas le droit de faire ça. Et on rigolait, vous voyez, un peu comme des gamins, en mode non mais on n'a pas le droit, mais si, en fait on se l'autorise. Et c'était assez beau et assez puissant. C'est pour ça que derrière on a eu envie de le transmettre par des ateliers. Et une autre question que j'avais autour de vous, vos manières d'écrire, et qu'est-ce qui vous enthousiasme dans ce que vous écrivez, ou vous voyez, par rapport à des questions de révolte ou d'insoumission? Et si vous avez envie de donner des exemples, voilà, quels sont vos moteurs là-dedans? J'avoue que je ne sais pas si la séquence Hartmann, c'est vraiment un livre sur des luttes. En réalité, il y a un interlude, parce qu'il se trouve qu'il y a des interludes dans la narration principale, et il y en a un qui est consacré à des militants, militantes qui ont une réunion, et qui a pas mal interpellé de militants, militantes. Enfin, quand le livre est sorti il y a 1 an et demi, on m'a pas mal renvoyé à ça en disant ah ouais, j'y ai retrouvé des choses, j'y ai retrouvé des moments d'organisation collective ou en groupe. Mais quand je l'ai écrit, déjà je voulais pas que ça soit un modèle. Moi je me considère pas vraiment comme un militant. Je pense que je coche pas les cases entre guillemets. J'essaye d'avoir un engagement politique dans ce que je fais, mais c'est un peu différent pour moi d'être militant. Et j'ai jamais voulu faire un guide, et surtout j'approche pas l'écriture comme un lieu de transmission de messages, en tout cas surtout pas. Si j'ai envie de transmettre un message, j'écris un tract, ce que je fais par ailleurs, hein, ça m'arrive. Mais du coup voilà, dans cet interlude de réunion politique, il n'y avait pas l'idée de transmettre des idées, mais plutôt de montrer des gens en train d'être dans leur lutte, dans leur pratique militante, et de montrer comment ça se passe, enfin, parce que moi j'en avais vu aussi par ailleurs, même si c'était parfois de loin, et de voir des endroits de burn-out, de fatigue, de gens qui sont en fait crevés de lutter, et puis de laisser aussi dans le récit des ellipses, parce que moi ce que j'ai essayé de montrer, c'est que cet activisme-là aura des suites, et on les devine quand on lit le roman, et c'est d'essayer de mettre en contraste l'importance de la lutte de ces personnes, qui dans le roman sont des gens qui se battent pour les droits des personnes queer, des personnes racisées, mais aussi des personnes non humaines, que sont les robots. Et tout mon enjeu, c'était de montrer que ce combat-là, il était important, mais qu'il pouvait leur paraître impossible sur le moment, mais que malgré tout, il avait des répercussions formidables. Et c'était aussi une manière de dire les grandes évolutions que l'on nomme parfois comme « Ah, regardez, la société change, c'est bien le fameux « les mentalités évoluent ». Non, les mentalités n'évoluent pas. Il y a des gens qui travaillent d'arrache-pied pour faire que ça change. Donc à cet endroit-là, peut-être, il y a eu un choix politique, ou moi, une volonté de montrer la militance comme un travail. Voilà. Après, mon objectif, il est toujours, en tout cas, j'essaye de conserver une forme de dialogisme, c'est-à-dire montrer qu'il y a des voix plurielles à l'œuvre, et de jamais donner raison à l'un, à l'une ou à l'autre, et de plutôt montrer
une circulation de paroles. Peut-être même pas montrer un futur désirable, mais plutôt un endroit de pratique militante comme étant désirable, y compris pour moi-même qui ai une relation un peu chelou à la militance. Je pense que vous l'aurez compris en m'écoutant parler. En tout cas, moi, en le lisant, j'avais vraiment ça me parlait beaucoup de lutte et justement de travailler les questions des luttes et l'évolution historique de l'acceptation justement des personnes non humaines. Ça faisait écho vraiment à toutes les discriminations liées dans cette société, et c'est là-dedans que je le trouve vraiment, qui nous parle de lutte, même si tu le questionnes. Mais... je dirais, pour juste peut-être finir là-dessus, que je trouve intéressant aussi de relier les luttes à la lutte quotidienne, entre guillemets, de ne pas situer les luttes comme uniquement des luttes politiques qui peuvent venir d'un endroit, je sais pas, underground ou à la marge, mais aussi tout simplement nommer ce qui, dans nos vies, tient de la lutte. D'ailleurs, pour certaines personnes, quand on est en burn-out, quand on est dépressif ou dépressive, quand on est dans des endroits de santé mentale complètement border, vivre est une lutte. Et je pense que j'ai essayé, maintenant je m'en rends compte, en le relisant, à l'époque je me le disais pas, de tracer des éléments de continuum entre les luttes individuelles, juste arriver à être, et à un moment donné, comment ce arriver à être, il prend des formes collectives, y compris quand ça rate et on finit par s'engueuler. Parce que ce bouquin, c'est juste 600 pages de gens qui s'engueulent, qui se comprennent pas, et qui en même temps s'aiment à la folie. Voilà. Mais ce que je trouve important, c'est justement que sur les endroits militants, par exemple, nous on s'oppose à du militantisme classique, justement, dans pas prioriser des luttes, et l'anticapitalisme, il n'est pas plus important que les questions de santé mentale. Et c'était pour ça que nous, à un moment, on a choisi de pas réécrire un tract, mais de partir dans la fiction, pour que justement ça soit pas un programme. On n'avait pas envie d'écrire un programme, on avait envie que des personnages se confrontent à des réalités. Est-ce que vous avez envie de parler de vos enthousiasmes ? Je sais pas, c'est compliqué. Déjà, j'ai parfois du mal à m'enthousiasmer. Et je pense que c'est peut-être plus aussi, dans l'écriture. Alors, pas forcément dans l'écriture en elle-même, parce que dans l'écriture, ça peut être il y a un côté travail parfois un peu laborieux de mettre les mots les uns après les autres, de trouver des descriptions, etc. Donc ça, c'est un côté un peu plus technique, on va dire. Mais dans l'imagination, et le truc qui vient avant, finalement, au moment où les personnages sont juste dans ma tête, où c'est juste des rêves, je sais pas, des fantasmes, je sais pas comment dire, mais il n'y a pas d'existence encore en termes de mots et de scénarios, etc. Où je pense que c'est plus un truc une façon de m'échapper en fait du monde simplement, et de rêvasser la rêverie comme échappatoire en fait au monde actuel, aux difficultés en général qui peuvent être d'ordre divers, hein, ça peut, mais pour moi c'est plus là-dedans en fait où du coup j'ai l'impression d'avoir parfois besoin de ça en fait, et du coup ça rend parfois la vie plus facile simplement de rêver un peu, quoi, en fait. Oui, parce que tu t'autorises vraiment à écrire des bandes de meufs hyper powerful qui sont hyper dans l'autonomie et dans développer les propres choses qu'elles font, quoi. Ça, j'imagine, ça fait du bien à écrire, de rêvasser de ça. Oui, c'est ça. Après, du coup, il y a toujours le truc de... il y a toujours pour moi, il y a deux parties, en fait. La première partie, c'est effectivement rêvasser. Et après, il y a plein de choses où on ne fait pas forcément des romans parce que, c'est pas... Il n'y a pas forcément le matériau pour, on va dire. Parce qu'après, il y a la partie, essayer de trouver des choses qui peuvent être racontées en termes de scénario, en termes de cohérence du monde, etc. Parce qu'après, quand on a juste des personnages dans sa tête, la cohérence, on s'en fiche un peu, on peut faire un peu ce qu'on veut. Après, par contre, on peut avoir juste 2 scènes dans sa tête et ça peut nous faire du bien. Après, quand il faut les mettre dans un roman, il faut essayer de faire en sorte que ce soit justifié scénaristiquement. Donc, il faut quand même qu'il y ait des choses qui amènent à cette scène, des conséquences. Donc voilà, c'est pas forcément toujours... la deuxième partie, en fait, est peut-être plus compliquée, parce que c'est quelque chose qui demande
pour le coup, du travail, de la motivation, etc. Alors que la première, justement, c'est plus un côté genre libérateur et ouais, je sais pas, une façon de... Ouais, comme je disais, de s'échapper, de rendre le monde réel plus supportable avec l'imaginaire, quoi. Ouais, l'enthousiasme pour moi, et je pense que je rejoins ta question sur la forme, parce que du coup, moi, j'avais pas écrit une fiction, j'ai écrit un essai, mais il se trouve que dans mon travail de thèse, là, je vous disais, j'ai travaillé sur Banks, et Banks, il a inventé des vaisseaux avec des noms pas possibles, des noms du type destin susceptible de changement. Donc, c'est une entité, et il s'appelle comme ça. Il y en a un autre, il s'appelle c'est ma fête et je chanterai si je veux. Et ça s'est passé, mais en fait, ces noms de vaisseaux sont devenus les titres des parties de ma thèse. donc j'ai eu un enthousiasme à écrire parce que j'ai eu la chance de travailler, de faire de la recherche très sérieuse en philosophie politique sur cet auteur qui était quand même assez drôle. Et si bien que, en fait, la forme, elle est super importante. Et quand il est question d'utopie, on l'oublie un peu parce que tout à l'heure on parlait de cité idéale, etc. Mais l'utopie, c'est pas du tout que ça, en fait. Il peut y avoir des images de cité idéale, mais en fait, c'est aussi tout l'arsenal de mots, par exemple, qui nous permet de mettre en mouvement le réel. Enfin, c'est ce que fait la science-fiction, hein. C'est-à-dire on va se déplacer, on va déplacer le réel, on va faire des trous, etc. Et du coup, la question de la forme est aussi importante que la question des images qu'on va produire. Donc pour moi, en fait, mon écriture, qui était à la base quand même censée être scientifique, enfin, du moins académique, elle a commencé à vriller parce que, parlant d'utopie, un moment, il fallait que ce soit utopique, la façon de le faire. Donc voilà, j'étais un peu dans une espèce de boule comme ça, de utopie, utopique. Et si bien que cet essai, par exemple, il n'est pas du tout académique, il n'y a pas de plan, etc. C'est presque de l'écriture automatique. Enfin, il y a quand même un raisonnement et un début, une fin, mais voilà, je l'ai écrit très, très comme ça. Et je pense que j'ai eu la chance d'avoir justement une expérience d'écriture assez enthousiasmante, malgré le point de départ qui est quand même, on vit vraiment dans un monde pourri. Bah ouais, moi j'ai kiffé ce que tu disais, Lizzie, ça m'a rappelé vraiment plein de moments d'écriture. Et c'était assez marrant, justement, ce truc de plonger dans un autre univers et de comment aussi ce truc de mise en travail sur des thématiques et en même temps d'aller le faire ailleurs, dans un autre monde. C'était trop bien, et d'être plusieurs aussi à le faire. Moi, j'ai aussi trouvé beaucoup dans ce fait d'être plusieurs. Et c'est comme si on s'était fabriqué des amis imaginaires pendant tout un temps. Et on était là, ah, mais pourquoi Suzy fait ça? C'est bizarre, pourquoi elle réagit de cette manière-là? Et puis finalement, on se met à discuter à plusieurs de la vie de quelqu'un qui pourrait être notre ami, mais qu'on vient d'inventer. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai adoré, quoi, de se retrouver dans le jeu, un peu comme quand on était enfant et qu'on s'inventait toujours plein d'histoires hyper facilement. Et de se dire, ah, c'est incroyable comment on peut retrouver très facilement ce goût du jeu et de l'invention de monde, de personnages, et de se mettre dedans à 400%. Et moi, j'ai adoré ça dans l'écriture. Et c'est aussi quelque chose qui me porte énormément quand je lis des romans, quoi, et ce truc d'être transporté ailleurs. Et à la fois, ça fait des pauses de ce monde, et à la fois, ça nourrit énormément mes réflexions politiques, mes imaginaires, tout ce que je traverse dans la vie. Et je trouve ça hyper important, quoi. Donc merci pour tout ce que vous avez écrit aussi au passage. Oui, juste pour en rajouter une petite couche. Enfin, moi, j'ai l'impression aussi que parfois, ça peut être une façon de... Alors, je dis en anglais ici, je ne sais pas l'équivalent en français, c'est de processer, enfin, je ne sais pas si c'est un... Bon, voilà. Des événements réels, en fait, de les fictioniser, en fait. Je ne sais pas comment. Je fais que des néologismes barbares, pardon. Mais en gros, enfin, je sais pas, que ce soit, par exemple, je sais pas, j'ai des embrouilles avec Pôle emploi, et d'imaginer des trucs, y compris complètement stupides, de personnages qui débarquent avec un tank pour raser Pôle emploi, ou je sais pas quoi, et puis parfois, après, ça va apparaître effectivement dans des romans, alors parfois non, parce que ce serait quand même, enfin, voilà, faut quand même, toujours le problème des romans, faut qu'il y ait quand même un minimum de cohérence, voilà. Et puis à l'inverse, ça peut être aussi parfois aussi une façon de se remettre en question. Enfin, je sais que ça m'est arrivé dans une situation, je sais pas, de m'énerver d'être là, de rager sur quelqu'un, par exemple, et après de réfléchir, de me dire, mais en fait,
et puis de mettre dans la fiction justement dans l'autre sens, c'est-à-dire de dire ben en fait je suis con de m'énerver pour ça quoi, en fait je sais pas comment dire, mais et du coup enfin d'une façon de peut-être d'empathie, de se projeter en fait à la place de l'autre personnage et de dire ben en fait ouais enfin quelque part dans ce cas-là le personnage de Boulet c'est moi quoi en fait, enfin je sais pas comment dire, mais je pense que ça peut être aussi une façon d'analyser, voilà, plutôt que processer, on va dire, et de réfléchir au réel, donc la fiction. Et sur de l'écriture collective, là, par rapport aux ateliers de l'Antémonde, une des choses qui a été hyper enthousiasmante pour nous, c'est aussi justement, comme on voulait pas faire quelque chose de programmatique, c'était de mettre en scène nos désaccords à partir des personnages, parce qu'on faisait des allers-retours entre nous, comment on pensait, on fabriquait un monde un peu plus désirable, et comment ces personnages évoluent dedans, et que justement sur les questions d'état, est-ce qu'on enlève ou pas les états, il y a des choses dans l'état social, est-ce qu'on les supprime, comment ça se passe en région, et là-dessus on a des désaccords, et on avait des désaccords à toutes les personnes qui assistaient à ces moments de fabrication d'écriture à plusieurs mains, où on faisait des couches, et on s'est dit on s'autorise à faire plein de dialogues avec plein de personnages qui n'ont pas les mêmes positions, et on jouait nos propres désaccords avec les personnages, et ça c'était super. Et justement on aurait loupé quelque chose de vouloir lisser et de pas mettre ces désaccords en jeu. Et donc je trouve qu'il y a une puissance justement là-dedans dans mettre en scène les désaccords. Et nous on s'était filé un petit challenge, c'était de rendre une réunion un peu sympa à écrire. Et donc on a toute une scène, c'est une réunion. Et du coup, on s'était dit, on passe tellement notre vie en réunion qu'on veut le mettre en scène et faire en sorte que voilà, ça fasse un peu envie et que ça soit pas complètement plombant. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ce que disait Sol tout à l'heure aussi sur le fait d'être le côté dialoguiste en fait, qui est pas forcément une opinion. L'auteur va pas forcément donner une opinion tranchée. Et ça, c'est vrai que ça peut être parfois un peu libérateur, notamment par rapport quand on a effectivement par rapport au monde militant, ou en général dans le monde militant, ce qu'on veut, c'est avoir une opinion bien précise, donner une opinion de façon bien claire et tranchée, quoi. Donc effectivement, le tract. Et parfois, en fait, de pouvoir avoir plusieurs personnages qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue, et s'autoriser, en fait, à penser des choses qu'on ne pense pas. Je ne sais pas comment dire, mais voilà, enfin, ça peut être intéressant, y compris pour, voilà, avoir une... Alors, moi, je suis pas forcément à le pousser à l'extrême, genre, du coup, je vais mettre un personnage de nazi ou je sais pas quoi. Mais, parce que parfois, ça peut être ça, hein, dans certaines littératures, de genre, du coup, je juge pas, donc je mets tous mes personnages, et du coup, il y a des personnages qui sont clairement des salauds, enfin, voilà. Mais par contre, je pense que sur certains aspects, ça peut être super intéressant pour, s'autoriser, je sais pas, la nuance, mais l'empathie simplement à différents points de vue, quoi. C'est aussi ce qui permet, je pense, de garder des personnages complexes. Moi, il y avait quelque chose qui me faisait beaucoup écho dans ce que Ernest disait tout à l'heure, sur l'idée d'avoir plein de personnages et de les faire fructifier. Et en même temps que je l'écoutais, je me disais, mais en fait, elle est un peu là, l'utopie, pour moi. C'est dans le sens où il faudrait, idéalement, écrire les personnages comme des mondes et les laisser advenir, y compris après le temps de l'écriture. En tout cas, je trouve qu'en écriture de fiction, c'est une des choses les plus belles, y compris dans l'expérience d'écrivain, et de rencontrer après des gens qui ont lu nos personnages et qui nous... c'est magique quand même de rencontrer quelqu'un qui vous parle de gens qui 2 ans plus tôt étaient dans votre tête, n'existaient que pour vous, avec lesquels moi j'ai une relation ultra forte. Je me suis fait opérer, j'ai eu une opération chirurgicale il y a 2 ans, littéralement avant de m'endormir, je pensais à mes personnages, en me disant zut, si je me réveille pas, j'espère qu'ils seront là pour moi quelque part. Il y avait quand même cette relation qui était ultra intense, et de voir des gens qui ensuite disent ouais je sais qui c'est, en fait moi aussi je l'ai rencontré. Et ça, il y a quelque chose de vraiment ultra fort qui, effectivement, comme tu le disais, Lizzie, il y a quelque chose au niveau de l'empathie. Et aussi, comme Saul disait, il y a la capacité de créer du lien ou d'inventer des manières de créer du lien. Et c'est pour ça que je suis très d'accord avec toi sur l'idée que
Alors oui, voilà, on va pas écrire le personnage de nazi ou de pédophile juste pour tester cette hypothèse, parce qu'en fait, il y a plein d'autres personnages complexes qu'on peut traiter avant ça, et avant presque d'aller caricaturer la méthode. Moi, je sais que j'ai eu à cœur d'avoir des personnages, certains de mes persos sont masculins, assez insupportables, et en même temps, j'essaye de trouver avec elle ou eux quelque chose, quoi, le truc qui nous relie. C'est en ça que moi j'ai aussi aimé ton livre, Alice. Le truc qui m'a fait écho, c'est quand tu dis l'utopie comme méthode. Voilà. C'est en gros quelle méthode on peut projeter ou qu'est-ce qu'on peut faire vivre à des lecteurs ou des lectrices qui leur donnent juste des billes, quoi, pour après aller dans le monde et inventer des manières d'être avec les gens. Je sais pas si ça fait sens ce que je dis, mais... On s'était dit qu'on ferait une petite pause musicale, alors on va écouter Le Talus et on va revenir justement sur la question de l'altérité et des personnages. On est des pédales, scandales, vandales. On est des PD, prénoms inventés, pronoms inversés. La main à la fourrure, à la main à la fourrure, ta main à la fourrure. Entre nous, faut se protéger. C'est pas pour rire, même si on se marre. Parce que si on le fait pas nous-mêmes, personne s'en donnera la peine. Nous, on n'aime pas dénoncer, sauf les flics et les PDG. Non, on n'aime pas dénoncer. On est des pédales, scandales, vandales. On est des PD, prénoms inventés, pronoms inversés. Toujours honnête avec la clique, toujours mytho avec les flics, toujours honnête avec la MIF, toujours mytho avec le fisc. Harnais sur cul bien huilé pour entretenir la passion, hypocritement endimanché pour berner les institutions. Y a pas de mystère, faut saboter. Faut saboter. Oh baby sex, baby suck, baby leak, baby come. Oh baby sex, baby suck, baby leak, baby come. Donc nous sommes en direct des Intergalactiques sur Radio Canu également. Et donc là, justement, on parlait de nos personnages, des relations entre personnages, comment on fabrique avec ça du désirable aussi, mais pas seulement, de la complexité. Qui a envie de parler un peu de cette mise en place? Oui, moi je trouve le côté ami imaginaire, ça me parle bien en fait. Et je pense, je sais pas comment dire, quoi dire d'autre, mais voilà, que il y a un peu ce côté-là. Alors, sauf que pas forcément ami imaginaire, parce qu'ami imaginaire, il y a l'idée que c'est un personnage qui soit ami avec nous. Alors que moi, quand je pense à un personnage, je vais pas me projeter avec eux et elle en général. Ça va plutôt être mais effectivement, d'imaginer des relations entre différents personnages. Et oui, je pense que c'est aussi une façon d'explorer peut-être certaines possibilités, on va dire, de façons de penser, des façons d'être, des façons d'imaginer des choses, en fait, tout simplement, des existences. Vraiment un rapport, pour le coup, à l'empathie, etc. Alors après, j'avoue que je reconnais parfois qu'il y a des personnages qui n'ont pas forcément tous le même traitement. Ça, c'est vraiment... je sais que quand j'ai des personnages
Enfin, je sais que par exemple, il y a ce truc dans la fiction de dire il faut forcément un bon méchant, etc. Moi, en général, les méchants, je m'en fous un peu, quoi. Du coup, c'est. Enfin, dans une autobiographie transsexuelle avec des vampires, dont le titre est beaucoup trop long, c'est un peu caricatural parce que genre, je crois qu'il n'y a aucun méchant nommé, en fait. C'est genre, connard 1, connard 2. Et voilà, enfin, du coup, c'était un peu assumé de on s'en fout, en fait. Mais du coup, c'est même pas des personnages, en fait. Mais par contre, oui, je pense que ça, c'est aussi un truc où c'est parce que il faut faire des trucs les impératifs de fiction, où du coup, il faut des antagonistes parfois pour faire des choses, faire avancer un scénario, etc. Mais du coup, le rapport après, pour moi, entre les personnages réels, en fait, pas réels au sens réel, évidemment, mais les personnages fictifs réels, qui sont vraiment le cœur, en fait, des choses intéressantes. Mais parce qu'il y a un enjeu, je veux dire, sur les personnages, à prendre des personnages proches de nous, ou au contraire assez éloignés, mais aussi sur ces enjeux de justement de montrer d'avoir des personnages décalés des normes, et qu'est-ce qu'ils viennent dire, juste en tant qu'existence de personnages, indépendamment du scénario, le fait que, par exemple, dans des bouquins, on choisisse qu'il y ait une majorité de personnes queer ou de femmes, et ben rien que ça va projeter différemment le scénario que si c'est une majorité de gars, comme dans la plupart de romans ou de SF. Et aussi des manières de mise en relation. Pour moi, il y a deux questions. Donc, il y a celle-là, cet enjeu-là, et l'enjeu aussi de comment on mène les relations entre les personnages. Pour moi, elles peuvent être éminemment féministes aussi. Et dans vos écrits, justement, Lizzie et Saul et Subtil Béton, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des relations féministes qui se déploient dans des formes de se parler, de se toucher, de solidarité, et que quand les scénarios ils sont beaucoup plus autour des guerres, mais pas seulement, même dans la guerre, il peut y avoir de la solidarité. Et donc j'aimerais vous entendre parler un peu là-dessus. C'est le cas aussi dans Bâtir aussi, d'ailleurs. Moi, je sais pas, on parlait aussi des formes de collectifs tout à l'heure, et c'est vrai qu'à chaque fois quand je sens ce thème venir dans une émission, une table ronde, je frémis un peu parce que j'ai réalisé il y a peu de temps qu'en fait, moi, j'écrivais rarement des dynamiques de groupe. Alors, un peu dans la séquence Hartmann avec ce qui se passe sur le vaisseau, mais en fait, quand on regarde bien, c'est toujours des relations interpersonnelles de personne à personne. Et je suis en train de réaliser que je suis... Enfin voilà, ça doit être mon thème. Je vais me battre avec ça jusqu'à ma mort. Oh mon Dieu. Je suis vraiment dans un questionnement autour de la relation à l'autre, mais vraiment la question du duo ou du couple. Non pas le couple amoureux d'ailleurs, parce que les relations amoureuses de mes personnages sont notoirement dysfonctionnelles. Allez savoir pourquoi. Mais il y a quelque chose sur comment on s'interface à quelqu'un qui n'est pas soi, et juste comment on travaille cette question-là. Alors après, tu disais, So, qu'il y avait un enjeu de montrer des relations féministes. Pour moi, ça c'est presque une conséquence peut-être d'idéaux ou de vision politique que moi j'ai, mais je n'aborde pas la relation en me disant ah oui, ces deux personnages vont avoir une super relation féministe entre eux ou entre elles, mais par contre, je sais que j'essaie d'amener du soin, mais notamment parce que les gens s'engueulent. Il y a du soin parce qu'ils s'engueulent, et ils s'engueulent aussi parce qu'il y a du soin, et parce que le soin aussi, par moments, trouve ses limites et se heurte aux conditions globales d'existence. Et c'est peut-être pour ça qu'on me renvoie souvent qu'il y a une douceur dans le livre, tout en sachant que moi, j'ai jamais mis le couvert pour écrire un livre doux. C'est arrivé, mais parce que j'avais besoin de raconter comment mes relations amicales, notamment de très vieilles relations amicales, étaient malmenées par le monde. Et ça, c'était important parce que souvent, dans les séries ou dans les films, la défaillance ou la faille, elle est individuelle. Et je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point, par exemple, le mensonge est un ressort fréquent de la fiction. Les gens mentent ou ils disent pas toute la vérité, et du coup, c'est ça qui va tendre un arc entre deux personnages. Et moi, ça m'ennuie un peu, parce que déjà, on se ment pas tant que ça. Enfin, il me semble que c'est un peu décalé par rapport au réel. Et moi, j'avais plutôt envie de montrer des gens dont les relations vont bien, mais à force de vivre dans le monde, la relation, elle s'use, et le monde abîme nos relations et nos façons d'être ensemble. Et ça peut être triste, et en même temps, c'est aussi beau, quoi, parce que c'est une manière de dire il faut qu'on s'occupe de nos relations. Je pense que ça fait écho aussi à des trucs que je lis en design. Il y a une chercheuse qui s'appelle Shannon Mattern qui travaille sur la maintenance. Et elle dit qu'il faut arrêter de conceptualiser, il faut penser la maintenance. Mais c'est pareil, il faut penser la maintenance de nos relations. Et peut-être que l'écriture de SF, elle permet ça aussi.
Ouais, j'ai l'impression en tout cas que la question des personnages elle dépasse un peu certainement le genre de la science-fiction et de la fantasy. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas, dans la question de l'écriture féministe, et ça se retrouve dans énormément de romans, il y a toujours cette question de qu'est-ce qu'on fait exister entre les personnes. Enfin, est-ce que c'est une question que l'autoriste se pose de manière consciente, ou est-ce que c'est un enjeu qui est dans nos vies et qui transparaît dans nos écritures? En tout cas, d'avoir des relations qui sortent des normes classiques hétérosexuelles de base, et puis aussi qui viennent justement travailler, je suis d'accord, cette question du soin, ou de l'amour hors norme, mais aussi de la solidarité et de formes de loyauté, par exemple sur la question de la vengeance ou de l'autodéfense ou des choses comme ça. Et en tout cas, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se retrouver dans plein de genres de l'écriture féministe, d'essayer de construire d'autres choses entre les personnages, ou de donner à voir d'autres réalités sociales et d'autres manières de fonctionner, d'autres manières d'exister, d'autres manières d'être au monde. Et ça, j'ai l'impression que c'est des enjeux qui sont hyper importants aussi quand on lit, quoi, de pouvoir se reconnaître dans des manières d'être aux autres, ou dans des manières d'être au monde, ou de se reconnaître dans des positions sociales. Ça, c'est quelque chose d'hyper important. Et moi, c'est un truc que j'ai adoré dans la séquence Hartman, par exemple, qu'il y a plein de personnages hyper différents, qui ont des réalités de vie hyper différentes, et ça fait pas une sensation de quota, où on n'a pas l'impression, Saul, que tu as dit « Ah, alors il faudrait que j'ai une personne comme ça, une personne comme ça », alors même que l'équipe du vaisseau a été composée sur ce principe-là. Ben, les réalités des personnages, elles sont très concrètes, très palpables. Il y a des détails qui font exister leur réalité au-delà juste de quelques mots. C'est quelque chose qui se déploie et qu'on sent dans des rapports au monde et dans des réalités à plein d'échelles et à plein de niveaux, que ce soit interindividuel, dans le rapport physique au monde, dans plein de choses. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très fort, d'arriver à faire des trucs comme ça et de faire exister nos personnages de manière un peu entière. Et je trouve, pour moi, c'est quelque chose qui est lié à des manières d'écrire qui sont féministes. Ouais, si je peux rebondir là-dessus, et ça me fait écho aussi par rapport aux écrits de Lydie, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le liant entre peut-être nos différents boulots. C'est que quand tu dis, Ernest, travailler des relations autres, c'est vrai qu'on se dit, oui, mais autres, comment, nommons-les. En fait, c'est presque simple pour moi. C'est aussi de se décentrer de l'amour romantique et de parler de l'amitié. Parce que nos récits, pourquoi aussi le mensonge est si central dans beaucoup de récits? C'est parce que la question de la fidélité et donc de l'amour, on va dire, monogame et romantique et passionnel est très très centrale. Et puis son corollaire, la famille, souvent aussi hétérosexuelle, tout ça à un moment donné va ensemble. Mais même quand on sort de la famille hétéro, finalement, l'amour prend beaucoup de place, l'amour romantique. Et je trouve qu'il y a quelque chose, il y a des choses à écrire sur les formes amicales, ou aussi toutes ces formes de relations qui sont dans des zones grises, qui sont plus forte, dirait-on, que l'amitié, mais pas tout à fait de l'amour romantique. Des modes de relations qui n'ont pas de nom, ou pas encore. Et à mon avis, c'est aussi ça vers quoi on tend. Et ça m'avait fait ça quand j'avais lu une autobiographie transsexuelle avec des vampires. Je trouve qu'il y avait de ça. Une espèce de famille queer aussi. Ouais, c'est vrai que moi... et la question de la communauté aussi. C'est vrai que moi, c'est pas un truc que j'avais forcément conceptualisé, on va dire. Par contre, c'est vrai qu'en regardant plein de séries ou de films, mais je pensais aussi à des séries là, où il y a des fois où j'arrive pas simplement à... il y a ta personnage, il veut se venger parce que machin l'a trompé avec truc. Et je sais pas, en fait, ça me donne des trucs de... Mais enfin, sérieux, quoi. Je sais pas, j'arrive pas à... Il y a des choses où c'est juste, j'arrive pas à... Pour le coup, à comprendre... Ou pareil, effectivement, sur le mensonge, où j'ai l'impression... Non mais... Ok, je vois bien, tu mens sur des trucs dans ta vie, d'accord. Mais quand tu vas... c'est pas des fois où ça donne un truc un mensonge qui entraîne un autre truc, et puis après, ça fait une espèce d'enchaînement. Après, les personnages vont se tuer les uns les autres. Et je sais pas, non mais soyez pas stupides, quoi. Je sais pas, là, c'est un... Ou effectivement, c'est plus un truc de... Et peut-être, effectivement, le fait de pas... d'envisager d'autres formes de relations que à la fois l'amour romantique, mais aussi la famille classique, on va dire.
ou néoclassique parfois, enfin voilà, mais ça peut être des choses là-dedans, mais c'est vrai que j'avais pas forcément réfléchi à ça. J'avais envie de citer une autrice que j'adore, qui est Becky Chambers, une autrice nord-américaine. Je vous conseille de la lire. Et justement, dans l'espace d'un an, tout se passe dans un vaisseau spatial où l'enjeu, ce n'est pas la guerre, justement. C'est comment des espèces différentes peuvent cohabiter l'espace d'un an alors qu'elles n'ont pas la même langue, elles n'ont pas les mêmes choses. Elles se nourrissent pas de la même chose, elles n'ont pas la même manière de communiquer et le même physique. Et il est passionnant parce que l'enjeu, c'est ça. Et je l'ai conseillé à plein de gens. Et il y a des gens qui ont pu aller dans la SF avec, se mettre à lire de la SF, et des féministes, justement, et des potes qui ont dit « Non, mais c'est trop chiant, il se passe rien ». Et j'étais là, mais c'est ouf, il se passe tellement de choses, justement. Et donc, on est dans l'enjeu de la relation. Et voilà. Et elle a écrit plus récemment un psaume pour un recyclé sauvage. Et il est beaucoup trop court et frustrant, ce bouquin. Mais justement, c'est un dialogue entre deux personnes que je trouve, il y a énormément de douceur qui s'en dégage, alors que c'est très dur ce qui est raconté dedans. Et justement parce que c'est soigné. Et en tout cas, dans Bâtir aussi, on a choisi qu'il n'y ait qu'une scène, qu'une nouvelle qui se passe en 2012, du coup pendant la Révolution, un moment très dur. Et une scène qui prend de la place, c'est justement un enterrement. C'est-à-dire, il y a un camarade qui meurt et comment des personnes, elles sont autour et elles s'en rapportent de manière différente, justement pour questionner l'amitié et comment on tient malgré tout. Voilà. Et donc ça, voilà, quand on préparait avec Ernest, on avait envie de vous en faire parler là-dessus parce que pour nous, c'est vraiment du fait qu'on est féministe qu'on écrit de cette manière-là et qu'on met en lien ces relations. Et c'est quelque chose qui existe tout au cours de Bâtir aussi. Parce qu'il y a plein de scènes, par exemple, d'embrouilles, de conflits, ou qui mettent en scène du conflit politique. Et la plupart du temps, les scènes, elles se terminent avec quelque chose de l'ordre de la compréhension, ou en tout cas, il y a quelque chose qui se dépasse et qui finit pas de manière guerrière. Jamais. Et pour moi, qui est aussi un truc peut-être de dépasser des rapports virils dans le conflit politique. Et à chaque fois, il y a des formes de bout de résolution. Moi aussi, il y a une scène qui est hyper belle dans une des nouvelles où il y a deux copines qui se retrouvent après des années et réémergent très vite des trucs un peu conflictuels ou de tension. Et en fait, que leur lien, il dépasse ça. Et moi, c'est plein d'endroits que j'ai trouvé hyper beau dans Bâtir aussi. C'est très transversal à toutes les nouvelles pour moi, cette question-là. Et juste pour dire, il est 16h38, ça se termine dans 20 minutes, donc si vous voulez, tout le public réuni ici, dire des choses ou poser des questions, en tout cas, on est tout à fait ouvert à ça. Donc voilà, il y a un micro qui va circuler, donc n'hésitez pas. Et justement, moi, je voulais en profiter, si on a un peu de temps, de parler autour de ces enjeux de violence, parce qu'on parle de soins, mais nos corps, tous les enjeux, même plus actuels, de ce mouvement social, de Sainte-Soline, ce qui s'est passé, de nos corps mutilés par la police, mais aussi l'hôpital psychiatrique. Et donc, comment vous parlez de violence dans vos écrits et quelle forme ça prend ? Alors... Déjà, je suis content que tu poses la question parce qu'on parle de douceur depuis 10 minutes et tout le monde va se dire « Oh là là, c'est genre méga pipou, il n'y a que des petits poneys dans ces bouquins », alors que pas du tout. Enfin, pour moi, ça va avec la question de la prise en charge de la violence. Après, moi, finalement, dans la séquence Hartmann, il n'y a pas tant de scènes... Alors, ça dépend. Il y a des scènes qui sont peut-être violentes parce qu'elles évoquent des choses fortes et... ultra intime, je pense à l'incarnat de Asha, donc le moment où cette botte choisit d'avoir un corps et j'explique quand même que quand on est une intelligence artificielle, gagner un corps, c'est pas de tout repos, quoi. Donc il peut y avoir une violence à cet endroit-là juste parce que c'est une expérience très très forte qui nous emmène sur un territoire presque de la violence. Après, pour la violence politique dont tu parles, il y a une séquence, à un moment, un personnage qui va en garde à vue parce qu'il a logé dans un endroit où il devait pas. Et la garde à vue s'appelle plus la garde à vue, en fait. Moi, j'ai fait un petit pas de côté. J'ai imaginé un monde où la police n'existait plus. Alors évidemment, on se dit « Ah, super, la police n'existe plus, trop bien, c'est ça le projet ». Et j'ai montré que ça pouvait être pire. J'ai essayé d'imaginer un monde où, en fait, la police est intégralement privatisée. Et il n'existe pas une police, mais des polices. D'ailleurs, les gens disent pas « on appelle la police », ils disent « on appelle les polices ». Alors, je détaille pas entièrement comment toute cette chose-là se passe. Mais j'ai essayé de montrer comment une chose pouvait avoir l'air...
à la fois très aseptisé et sans aspérité, avec quelque chose de très fluide. On rentre, on sort de la garde à vue, qui s'appelle plus comme ça d'ailleurs, et montrer qu'en fait c'était beaucoup plus violent, ou que la violence se maintenait. Et mon objectif, je pense à ce moment-là, mais comme dans tout le world building de la séquence Hartman, c'est de montrer aussi comment le capitalisme est fondamentalement très malin et très créatif, même si bon, le capitalisme n'est pas une personne, c'est une entité ou un ensemble d'entités, mais on va le dire comme ça. Et c'était aussi de dire, finalement, faisons gaffe avec des slogans ou des issues matérialisées par des mots qui sembleraient souhaitables, comme la fin de la police, désinvestissons la police. Il n'y a pas de problème. Le capitalisme, il est d'accord, en fait. Il va trouver des manières de réinventer autrement le contrôle et la direction des existences. Et la violence va migrer. Voilà. Et c'est peut-être le moment où j'en parle dans la séquence Hartman, qui par ailleurs ne porte pas sur les violences policières. Et c'était d'imaginer des violences adoucies en surface, mais qui en fait, les rapports violents sont bien toujours là. Et justement, dans l'utopie radicale déjà, moi j'ai pas de personnage, j'ai plutôt des concepts dans mon livre, mais bon, on pourrait les traiter comme des personnages, mais la question de la violence, elle est primordiale en fait, parce que l'utopie, son histoire, ça a toujours été l'arme des minoritaires déjà. C'est pour ça que moi je fais des bons quand on parle des utopies des milliardaires ou des utopies d'Elon Musk ou de qui sais-je. Non, c'est pas du tout des utopies, parce que l'utopie, depuis le départ, c'est une affaire d'émancipation. Alors évidemment, on relit Thomas More aujourd'hui, c'était il y a 500 ans, c'est un peu daté, et les luttes queer, il ne connaît pas, ça c'est évident. Mais du coup, l'utopie a quand même été toujours du côté de ce qu'on peut qualifier des minoritaires. Et la violence, en fait, du coup, ça a toujours été aussi le moteur de l'utopie. J'ai l'impression que pour refaire de l'utopie, il faut deux choses. C'est qu'il faut de la rage et il faut de l'espoir. Et c'est comme ça que naissent les envies d'utopie. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, mais on est dans le temps merveilleux pour écrire des utopies. C'est un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle Miguel Abinsour, qui a beaucoup travaillé sur l'utopie et que je cite pas mal dans ce texte-là, mais qui dit quelque chose comme c'est justement au plus proche de la catastrophe que la sommation utopique doit avoir lieu. Donc vraiment, on est sommé de créer de l'utopie quand on sent vraiment la catastrophe arriver. Enfin, c'est pas seulement qu'elle arrive, c'est qu'on est en plein dedans. Donc moi, le début de mon livre, je crois, est assez violent. Ça parle justement de mains arrachées et autres choses ahurissantes qui parsèment notre actualité. Je sais pas, il n'y a pas de questions. N'hésitez pas, en tout cas, tu peux Sinon, répondre. je peux bien meubler un peu, mais voilà. Sur la violence, moi, je sais pas, j'ai un rapport ambivalent dans mon écriture à la violence. Il y a d'un côté la violence subie, donc effectivement, ça peut être la violence physique, mais ça peut être aussi les violences verbales, psychologiques, le harcèlement, la violence économique aussi, ça on peut en parler. Et puis d'un autre côté, il y a aussi je sais pas comment dire, la violence libératrice peut-être quelque part. Des personnages, et qui est aussi Après, voilà, je vais pas argumenter les choses en disant que c'est purement révolutionnaire ce que j'écris ou je sais pas quoi. Je pense qu'il y a beaucoup aussi d'inspiration de la fiction que je regarde, que je lis, auquel je joue pour les jeux vidéo, ce genre de choses. Voilà, des fois, je trouve le côté un peu cartoon parfois qu'il peut y avoir dans certaines œuvres, que voilà, moi ça me parle, et voilà, les côtés un peu limite absurde parfois en fait de certaines formes où voilà, on va dégommer des gens à coups de fusil à pompe surdimensionnés et ça va faire des trucs complètement absurdes, des gens qui sont projetés en l'air à 3 km, alors ça n'a aucun sens d'un point de vue physique, ce genre de choses. Voilà, ça n'a rien à voir avec l'utopie, mais voilà, j'ai découvert God of War ces derniers temps, et voilà, en termes de violence absurde, je trouve qu'il y a des côtés parfois un peu jouissifs, pareil pour je sais pas, les séries de jeux Yakuza, c'est des trucs que j'adore, et en même parce qu'il y a un côté aussi un peu libérateur, un peu peut-être infantile aussi, le côté
Et en même temps, quand ça, qui n'est pas, enfin, il y a un côté aussi cartoon, c'est-à-dire ça ressemble pas, enfin, c'est pas effectivement de ce qu'on peut voir dans les violences policières. Et c'est pas non plus la violence niée, c'est-à-dire tout ce qui est violence verbale, économique, psychologique, c'est souvent des choses qui vont pas être qualifiées de violence, qui vont être juste normales. Et c'est ça qui sont pour moi en fait les vraies violences. Ah, il y a une question. Bonjour. Faut parler très vrai. Bonjour. C'est juste pour réagir à propos de ce que tu dis. Moi, je suis assez d'accord, notamment sur la violence un peu jubilatoire qui permet une sorte de catharsis. Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure à propos de l'écriture, la littérature comme un moyen de s'évader. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours vachement combattu, la littérature comme un moyen d'évasion, parce qu'à mon sens, c'est plutôt un moyen d'émancipation. Et du coup, l'idée, c'est pas de fuir le monde réel, mais plutôt d'essayer de le réinventer. Et ça me met un petit peu ça me fait réfléchir ce que tu dis, parce que en fait, je pense aux dernières manifs que j'ai fait, au plaisir que j'ai eu de crier à cab avec tout le monde, sans forcément être complètement d'accord avec le fait que tous les flics sont des enfoirés. Ou de kiffer voir un graffiti où il est question de cramer un flic, alors que je crois pas que j'éprouve du plaisir à vouloir immoler quelqu'un. Et donc voilà, je trouve que ça s'applique aussi à nos imaginaires du quotidien, ce que tu dis. Voilà. Bah oui, ça peut être émancipatoire de s'autoriser à lâcher des trucs, quoi. Et à être justement dans l'évasion à des moments. Et que ça s'oppose pas forcément. Merci. Oui. Bah, moi, ce que j'aime bien quand même avec le terme évasion, c'est que ça permet de mettre en lumière que par opposition, il y a un côté très enfermant de la réalité, parfois, en fait, et par le travail, par la... Enfin, je sais pas, ça dépend des différents cycles de la vie, on va dire, mais l'école aussi, parfois, enfin, voilà, des choses où on peut se sentir, en fait, très enfermé, enfin, très... Ouais. On en revient au pouvoir subversif de l'imaginaire, finalement, que ce soit par un graffiti ou par ce que tu racontais. D'autres remarques du public ? Merci à toutes et tous, vraiment, je pense que c'est pareil pour tout le monde, mais j'ai eu plein de petites fulgurances pendant que vous parliez, genre oh et voilà, j'espère qu'on va emporter ça avec nous et qu'on va faire mûrir ça, et enfin merci, c'est précieux. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont parlé, notamment vous avez parlé je crois d'un duo entre rage et espoir. Alors la rage, on l'a, enfin je pense que voilà, l'actualité, le rapport la synthèse du GIEC, l'actualité politique en France, la réforme des retraites, voilà, la rage, elle est là, c'est bon. Moi, c'est l'espoir des fois, où il y a des jours, ça me manque. Et voilà, en plus, désolée de parler de ça, mais j'ai une petite fille de 3 ans. Des fois, je suis terrifiée, en fait. Je suis terrifiée de ce qui l'attend sur tous les niveaux, à tous les niveaux. Et du coup, alors la rage, ok, c'est bon, check. L'espoir, comment vous faites? Et donc merci à vous pour votre travail, parce que vous en mettez aussi dans votre travail, mais voilà, comment vous le trouvez? Où vous le trouvez? Dans le réel, justement, vous le trouvez dans les films, les séries, dans la fiction, dans la lecture, enfin voilà, où vous le trouvez? Est-ce que voilà, et voilà, aidez-nous. C'est beaucoup demandé. Hein. C'est sûr, je suis consciente que c'est beaucoup demandé, mais voilà, comment on se nourrit et comment on a la niaque, voilà, pour dépasser la rage. Merci pour cette réflexion, parce qu'en effet, en fait, être utopiste, c'est pas de tout repos du tout. Enfin, moi-même, hein, vraiment, c'est vraiment, je bosse que sur ça, l'utopie, mais c'est très compliqué de rester utopiste. Mais pour autant, de l'espoir, on en a dans le collectif, on en a parlé pas mal, là, que ce soit des personnages fictifs ou des collectifs militants. Il y a des raisons de garder espoir quand on arrive à sortir de la sidération, qu'on arrive à sortir de soi et justement de rencontrer d'autres personnes. Enfin, la question de l'altérité, elle est là. Je pense que la question de l'altérité, le fait de s'ouvrir à ses voisins, à son environnement, ou que sais-je, enfin, c'est déjà une raison de trouver de l'espoir. J'avais encore une autre idée, mais évidemment, elle avait... Donc peut-être que mes camarades... Justement, par rapport au processus d'écriture de Bâtir aussi, on se voyait une fois de temps en temps. C'était un processus long de 2011 à 2018. Donc, vous voyez, c'était pas on n'était pas utopiste
à temps plein. Mais c'était génial parce qu'on était dans des collectifs militants et ces moments-là d'écriture, d'imagination, c'était justement nos moments de pause, mais de pause réflexive qui nous motivaient à retourner dans nos collectifs et à se battre dans les collectifs où on était. On n'habitait pas les mêmes endroits. Et en même temps, donc des moments de réflexion et des moments où on se redonnait de la force et du courage. Et du coup, ce processus-là, il a été hyper précieux aussi pour nous. Et moi, j'ai envie de dire, il faut trouver des manières effectivement de s'évader et de s'échapper, que ce soit en lisant ou en écoutant des choses, que en s'autorisant des week-ends de pause où on vit des choses qu'on aime faire et vivre seul ou à plusieurs. Et c'est pas parce que c'est la merde nous entoure et il faut sortir. Ben, je pense que c'est bien de sortir de l'urgence à des moments et d'arriver à fabriquer des endroits qui sont viables et enviables pour nous, et ça fera qu'on s'en sortira mieux. Je trouve que tu as dit les deux mots à partir desquels je voulais apporter peut-être une pseudo-réponse, si je peux. C'est faire et fabriquer. Et ça, c'est vraiment... Enfin, c'est moins l'auteur qui parle que le prof. Moi, ça fait 15 ans maintenant que j'enseigne le design. Il y a plein de problèmes. Je vais pas vous faire la liste de tous les problèmes qu'on a en enseignement du design, mais il y a des étudiants et des étudiantes qui viennent et qui sont avides d'apprendre des savoir-faire. Et on est dans une phase du capitalisme qui nous désempouvoir beaucoup à cet endroit-là. Qui nous raconte une histoire, une vieille histoire, où les robots vont tout faire à notre place, où on n'a plus besoin parce qu'on a l'appli. Alors qu'en fait, bien sûr, derrière l'appli, il y a un corps précaire qui fait à notre place et qui en plus est mal rémunéré. Enfin, il y a tout ça. Faites des trucs, et même plus que faire, parce que faire, c'est trop vague. Fabriquer des choses. Voilà. À mon avis, c'est... Même si ça n'a pas d'importance, même si le résultat est nul, même si vous faites un pull avec des trous ou une soupe dégueulasse, faites parce que ça va mettre sur la route de fabriquer plus de choses. Et en plus, ça redonne de la prise au réel. Et quand tu disais, Alice, voilà, tu as eu ce mot qui est hyper important de sidération. Pour dépasser la sidération, il faut qu'on reprenne contact. C'est aussi le titre du joli bouquin là, de Matthew Crawford. Mais reprendre contact avec le réel et sortir... Enfin, moi, j'en ai besoin, même à titre individuel. Là, j'en peux plus, quoi. Twitter, moi, ça me démoralise. Je regarde 10 minutes d'information, j'ai des attaques de panique. Donc, voilà. C'est pas pour être ludite et dire les écrans, c'est de la merde, jetez-les à la poubelle. C'est faux. Mais fabriquons des trucs. Y compris des écrans, si c'est ça qu'on a envie de fabriquer. Mais faisons des trucs avec nos mains, quoi. Enfin, je suis désolée, il y a un côté presque conservateur à mon argument. Mais en fait, pas. Mais non, mais se réapproprier les savoir-faire, c'est hyper important. Parce que justement, les technologies, elles en sont à un point où elles fabriquent pour nous des objets qu'on est censé aimer, alors qu'elles devraient être à notre service et pas nous à leur service. Donc moi, j'adhère sur ce que tu dis et c'est hyper important. Mais fabriquer des histoires, enfin, quand je te parle de savoir-faire, pour moi, tout ça, c'est de l'artisanat, en fait. Enfin, oui, ça, c'est pas très radiophonique ce que je viens de faire. Je fais un geste vers la table, tous nos livres étalés, voilà. Tous ces livres sont de l'artisanat. Un dernier mot. Je voudrais... moi... Ah oui, on avait oublié le téléphone. Ernest. Non, vas-y. Non, mais c'était simplement, je pense, remercier déjà tous les personnes qui nous ont invités, qui font la technique et qui ne parlent pas, et qui ne pas... Enfin, ne pas invisibiliser non plus ce travail-là. Et puis merci aussi à toutes les personnes qui sont venues, les personnes qui nous écoutent, d'aussi consacrer, d'avoir passé aussi du temps en fait, et ce temps de réflexion, etc. Et je sais pas comment dire, mais voilà, merci de nous accorder ce temps et de l'accorder à l'utopie. Carrément. Et Ernest ? Oui, moi je voulais dire que je crois un des trucs qui me donne de l'espoir, c'est de tomber sur des bouquins qui parlent autrement des choses, enfin qui me donnent de la joie de voir des gens qui sont dans des trucs militants ou engagés, ou en tout cas avec des positions, de dire des choses avec des formes d'engagement. Et parce que ça me fait du bien à deux endroits, c'est de me dire, il y a plein de gens qui écrivent qui sont formidables, et il y a plein de gens qui lisent ces trucs et qui sont contents de les lire, et donc on est plein. Et ça, c'est rassurant, d'une manière. Et l'autre chose qui me donne de l'espoir, c'est le fait qu'on nous fait croire que ce monde, il va aller toujours vers des choses pires et que ça peut que s'empirer.
et que c'est immuable, que, enfin des trucs un peu essentialistes, comme si le capitalisme et le patriarcat avaient toujours existé et donc existeraient toujours, et le racisme aussi. Et en fait, de se dire, bon, bah, par exemple, le capitalisme industriel, c'est quelque chose de très jeune. Les choses, elles bougent à toute vitesse dans tous les sens. Pourquoi ça bougerait plus dans un sens que dans l'autre? Alors, on n'a qu'à espérer que ça bouge dans le bon sens. Et voilà, c'est juste comme ça que je fais de l'espoir. Mais d'avoir des discussions comme ça, moi, je trouve que c'est porteur d'espoir, en tout cas. Et ben voilà, justement, je voulais conclure en remerciant, et notamment remercier Anne qui coordonne la programmation de ce festival et qui nous a donné carte blanche sur cette émission de radio. Donc merci beaucoup de cette confiance accordée. Merci d'être venu nous écouter. Merci à Radio Canu pour avoir prêté tout ce studio mobile et être dans ce partenariat-là. Et merci à vous d'être venus et sur ce plateau. Et merci à la technique. On se quitte avec une chanson qui s'appelle Amerasu. Et on quittera l'antenne comme ça. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Small town with its lake and its people only thinking of themselves and taking space. Light slips through the cracks, the memories come right back. I don't need you, though I feel you. I don't need you, I don't need you. I don't need you, though I feel you. I don't need you, I don't need you. I don't need you, though I feel you. I don't need you, I don't need you. Like a light switch, we've been off and we've been on. I'll carry on, I'll carry on. I won't look back, I'm not like Orpheus. I have some faith, we can leave hell, just not together.